Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à vous dire, d'abord, je suis très content d'être parmi vous. J'avais répondu à l'invitation d'Amandine, de Carly. Et c'est vraiment pour moi un plaisir d'être ici, au milieu de cette journée d'études consacrée à la mémoire par le Conservatoire du Littoral, parce que le Conservatoire du Littoral a fait partie de mes tout premiers maîtres d'ouvrage. Et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir, si je puis dire. La mémoire vive, oui, c'est un titre. C'est un titre qui avait été donné à l'exposition qui s'est déroulée au Palais de Chaillot au moment du Grand Prix en 2024, Grand Prix national de l'architecture. Et c'est le titre que vous avez choisi de retenir, qui est un très bon titre. Pourquoi ? Parce que je pense que notre intérêt pour la mémoire, il est de plus en plus fort. Il témoigne de certaines formes d'angoisse, de disparition pas uniquement de déplacement du trait de côte, mais aussi de disparition d'événements, d'histoires, d'éléments. Et je pense qu'il est allié à relier, plus exactement, à une citation très ancienne, qui est celle d'Héraclite, qui nous dit « Rien n'est permanent sauf le changement ». Alors évidemment, c'est une drôle de citation, mais c'est une citation qui insiste sur le fait que tout évolue en permanence. Il n'y a pas de moment d'interruption, en fait. Il y a simplement le temps qui est le nôtre, celui d'une vie humaine qui est beaucoup plus court, que celui d'un site, comme ceux qu'on a pu découvrir dans cette matinée passionnante. Et je pense que c'est pour ça que la mémoire a un rôle à jouer de manière tout à fait importante. Tout à fait important parce que la mémoire, c'est le regard du présent sur le passé. C'est Saint-Augustin qui l'a dit, qui a 3 temps. Et la mémoire, c'est le regard du présent sur le passé. Ça veut dire que ce regard change et évolue au fil des époques. Et qu'on ne s'intéresse pas au même point. J'en veux pour témoignage, par exemple, ce cimetière marin d'esclaves qu'on a découvert, qui a été présenté tout à l'heure. Je suis, pour ma part, en train de travailler sur l'aménagement, la création d'un mémorial national aux victimes de l'esclavage qui sera installé dans les jardins du Trocadéro et qui témoigne bien d'une évolution mémorielle. On n'aurait pas imaginé ce jardin mémoriel que je fais avec Michel Desvignes. On n'aurait pas imaginé ce jardin mémoriel, je pense, il y a 50 ans. Donc en fait, il faut toujours bien avoir présent à l'esprit que le regard que l'on porte et la mémoire que l'on a envie de révéler, c'est celle de notre époque, du regard que l'on pose sur les choses. Et pour moi, en tant qu'architecte, la mémoire, c'est une manière d'aborder les projets. C'est une façon, finalement, d'envisager la transformation du monde. Autrement dit, ce qu'on appelle plus trivialement l'existant, voire le déjà là, qui désigne quelque chose d'assez flou. C'est une manière d'aborder les projets en ayant conscience que nos actions s'inscrivent dans une forme de continuité qui nous dépasse, qui nous englobe. Et tout à l'heure, la question du temps long a été évoquée par le directeur du Conservatoire du Littoral, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que nos actions s'inscrivent dans un temps long qui nous dépasse. Le Conservatoire en a la conscience parce que c'est un établissement qui a été créé, qui a une mission, mais chacun d'entre nous s'inscrit dans un temps beaucoup plus long qui le dépasse. Mais ce n'est pas dans les pas de ses prédécesseurs ou change de chemin, mais en tout cas s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue. Et s'inscrire dans le temps long, c'est aussi découvrir des formes de permanence au-delà des transformations perpétuelles qu'évoquait Héraclite. Et pour moi, ce qui compte, c'est de penser le projet au prisme du temps long. Philippe Deliau l'a d'ailleurs bien évoqué tout à l'heure sur son site dans le sud de la France, maritime, le site Nobel. Cette manière d'inscrire le travail du paysage, mais aussi de l'architecture, de l'urbanisme dans le temps long, c'est quelque chose de fondateur et de fondamental. Parce que pour moi, mémoire et création entrent en résonance quand on crée ce lien. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une manière de faire qui est tout à fait particulière. Alors, la zone littorale, si on regarde les définitions, le littoral, c'est cette zone de contact entre la terre et la mer. On sait bien qu'elle évolue, cette zone de contact. Et j'ai voulu illustrer par quelques petites images, d'abord, cette idée de la présence du temps long. Ici, on est à Fort-de-Bouc, à Martigues. Et à côté du chantier de restauration du fort que j'ai mené, vous avez ici les traces d'une carrière antique, d'extraction de matériaux à ciel ouvert en bord de mer. Donc le littoral, il recèle toutes sortes d'éléments
fondamentaux. On en a vu tout à l'heure et on va en voir d'autres. Ça, c'est une forme de trace à l'air libre. Là, c'est une photo. Je n'ai pas trouvé de photo sur le littoral, alors j'en ai pris une de la colline Sainte-Geneviève, tant pis, que j'avais été voir. C'était des fouilles archéologiques en cours et qui révélaient évidemment la sédimentation aussi en profondeur, les couches qui se superposent. Mais il y a aussi les traces de nos mouvements. C'est une photo prise sur un chantier depuis un échafaudage et où finalement, on pourrait presque y voir une forme de création artistique réalisée sans le savoir, le conducteur d'engin qui a fait tourner ses roues dans un sens, dans un l'autre. Je vous mets au défi de savoir, à moins qu'il y ait un conducteur d'engin dans la salle, comment il s'est déplacé, quel tour il a fait. Je trouve cette image absolument fascinante. Bon, c'est peut-être un peu particulier, mais ça nous fait penser aux mouvements, aux flux, aux déplacements qui, eux, seulement dans certaines conditions, laissent des traces. Sinon, ils disparaissent. Bien que les archéologues, aujourd'hui, soient de plus en plus équipés et performants pour détecter les moindres traces, les moindres éléments, comme le fait d'ailleurs aussi la police scientifique et technique. Sur les ossements, vous en avez parlé, pour avoir trouvé à l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette, où on a découvert des corps. J'ai vu le travail que faisaient les archéologues, et c'est absolument impressionnant, sachant déterminer le régime alimentaire des corps qu'on trouvait là, et donc savoir si c'était des Allemands ou des Français à l'époque, par exemple. Donc on voit qu'il y a cette mémoire, elle s'inscrit dans beaucoup d'endroits. Alors attendez, c'est bien ça que je fais, j'appuie, c'est le milieu ou le dessus? Non, c'est le milieu. Ah. Alors là, ça serait embêtant. Vers là ou vers là? Ou alors appuyer sur le bouton, peut-être. Puis moi, je vous fais signe à l'ancienne. Oui, c'est plus simple. On va... Si ça marche. Ah. Alors, je vais meubler, comme on dit, en attendant, en bonne télé. Et alors, comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Figurez-vous que j'étais le week-end dernier à l'Île-Dieu, que j'ai récupéré ce magazine, on va appeler ça, des îles du Ponant. Et qu'est-ce que je trouve dans les îles du Ponant? Je trouve cette grande photo, alors on va peut-être la voir après, oui, si vous passez la suivante, du fort d'Édic. Et évidemment, pour moi, c'est mon lien avec le Conservatoire littoral, puisque j'ai travaillé sur ce fort il y a bien longtemps. J'ai d'ailleurs cherché à retrouver la date, je n'arrivais pas. Et le fort d'Édic, pour moi, ça a été quelque chose de très important, parce que ça s'est inscrit dans un moment où j'ai travaillé avec le Conservatoire du littoral sur beaucoup de sites fortifiés, l'île du Mai, l'île Madame, enfin tout un tas d'endroits dont vous avez parlé déjà d'ailleurs ce matin en évoquant le lien très proche entre défense et littoral, qui est un lien permanent. Et ça m'a rappelé, alors vous pouvez passer la suivante si ça marche. Oui, voilà, ce sentiment en fait qu'il y a une manière d'intervenir qui n'est pas simplement la restauration à l'identique, la restitution. On a parlé de disette budgétaire, de difficultés budgétaires. Personnellement, en tant qu'architecte, je pense qu'il y a d'autres façons de faire que de refaire comme on pensait ou comme on croit que c'était. Je prends exprès cette... Et là, la question qui était posée, qui était très simple, c'était de rendre accessible au public des ouvrages bastionnés et de les mettre en sécurité. Et le choix que j'ai fait, c'est tout simplement cette clôture en ganivelle, de l'installer, mais d'un seul coup, quand vous êtes sur la hauteur, et c'est la photo qui a été choisie dans le petit magazine, et bien d'un seul coup, vous comprenez ce que c'est que pourquoi on parle d'architecture pentagonale, de bastion pentagonal, parce que vous découvrez les 5 côtés. Sinon, je pense que le public, le grand public, quand il se balade dans des sites comme ça, il a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est qu'un ouvrage pentagonal et comment ça marche. Donc, il y a aussi d'autres manières de faire ou de penser l'intervention sur l'existant qui peuvent à la fois être économes et aussi révélatrices et aussi créatrices et faites
pour faire comprendre les choses au public. On n'est pas forcément obligé de tout reconstruire, de tout refaire. Et d'ailleurs, parfois, on s'aperçoit en cours de route que des découvertes en archives, on est dans les archives départementales, viennent un peu contrarier ou contredire ce qu'on est en train de faire. Donc la source d'archives, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi dans le travail que doit mener un architecte, comme l'archéologie. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais je dis ça parce que j'y crois. Parce que, évidemment, ce sont des disciplines, des domaines qui nourrissent le projet quand on fonde le projet sur la mémoire. Alors après, si ça marche. Alors un autre endroit sur lequel j'avais pu travailler, c'était les îles Saint-Marcouf. Ça, j'y suis revenu il y a peu de temps avec des amis en bateau. Et à l'époque, j'avais fait, d'ailleurs, c'est Jean-Philippe Deslandes, qui a été évoqué tout à l'heure, qui était délégué en Normandie. Ah, mais il est là. Oh, il est là. Toujours égal à lui-même. On avait mené cette étude qui avait défrayé la chronique, puisque le budget annoncé pour restaurer ce fort, comme on le fait dans les monuments historiques, était tellement colossal que je crois que le dossier, soit il est tombé des mains, soit on l'a glissé quelque part dans un tiroir, parce que c'était trop angoissant de dire qu'il allait falloir investir ces millions d'euros sur une île sur laquelle on n'était pas totalement persuadé que la présence humaine était souhaitée et souhaitable compte tenu de la faune et de la flore qui s'y développaient. Donc, j'ai pris ces deux exemples uniquement parce que pour moi, c'est des exemples qui montrent que sur des territoires comme les vôtres, sur des sites comme ceux-là, on doit avoir des démarches de projet qui croisent toutes sortes de domaines et de données. Et on ne peut pas être, même avec tout le respect que j'ai pour le service des monuments historiques, on ne peut pas être que dans une attitude de restauration de monuments historiques. On est obligé de se poser des questions autrement, différemment, de croiser les regards pour avoir une logique qui soit cohérente. Et possible, parce qu'on peut toujours rêver des plus beaux projets, si on ne les réalise jamais, à quoi bon? Suivante. Voilà. Et évidemment, pour moi, le départ, ça a été la citadelle de Belle-Île-en-Mer. Et la citadelle de Belle-Île-en-Mer, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille sur cette question du temps long. Pourquoi? Parce que c'est le premier plan que fait Vauban en 1683. Et ce plan, il est avec deux couleurs. Et deux couleurs, c'est une manière de présenter d'une manière simultanée le présent et le futur. Et c'est très important de le comprendre, c'est que, alors ici, c'est jaune et noir, ça pourrait être rouge et noir, il y a eu toutes sortes de codes couleurs. Le noir, c'est ce qui existe, auquel il ne prétend pas toucher, et le jaune, c'est ce qu'il prétend modifier et transformer. Je dis prétendre parce que, en général, on lui fait savoir que le projet est trop cher, qu'il va falloir trouver une version B, voire une version C, pour que ça tienne dans les budgets et dans les délais. Tout ça pour dire tout simplement que rien de neuf sous le soleil. Il faut arrêter de se lamenter. Les lettres de Louvois, secrétaire d'État à la guerre à Vauban, c'est formidable, c'est un florilège. C'est à chaque fois votre projet est beau, Vauban écrivant ce sera la plus belle citadelle à chaque fois. Et puis ça se termine toujours par « étant donné l'état des finances du royaume, vous comprendrez que nous attendons de vous dans les meilleurs délais une version au moins de moitié réduite, voire plus si vous en avez l'idée ». Donc en fait, cette question du temps, d'inscrire le temps dans un document graphique, de penser à ce qu'on va modifier, d'avoir une vision globale et de l'inscrire dans un temps long, c'est quelque chose aussi qui est caractéristique de la fortification et de son adaptation nécessaire aux évolutions de la guerre. Et ça, c'est des petites maquettes qu'on avait fait à l'atelier pour raconter l'évolution de cette citadelle qui, dès qu'on dézoome, dès qu'on ne la regarde pas du haut de nos quelques décennies, mais qu'on la regarde du haut des siècles, eh bien, on comprend que sans cesse, il y a eu des démolitions, des reconstructions. Et ça pose évidemment toute la question de la restitution d'un État. Quel État doit-on restituer quand on peut en restituer un ? Voire quand on ne peut pas, comme c'est le cas à Belle-Île, parce qu'on a des ouvrages qui sont d'époques différentes et on ne peut pas prétendre tout repasser à l'aune d'une époque bien déterminée. Là, après, j'ai une succession d'images, il faut appuyer vite sur le bouton, il y en a plein. C'est pour montrer, ça c'est une cité minière du Nord. Ah oui, je peux me déplacer parce que... Une cité minière du Nord, la cité des électriciens à Bruyères-la-Bussière, on n'est plus sur le littoral, hein. Mais c'est une analyse en axonométrie et en couleur pour montrer toutes les évolutions. Et vous voyez ici
la construction de cette cité qui fait partie de l'inscription dans le cadre du bassin minier au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est une cité remarquable qui a été protégée au titre des monuments historiques. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'elle a échappé au bulldozer, il faut le dire. Et en fait, cette cité, vous voyez, elle a connu des évolutions, des transformations. Quand vous y alliez avant, vous aviez l'impression que tous ces petits bâtiments de briques étaient strictement de la même époque, parce que les écarts d'époque sont assez limités. Puis vous voyez ces bâtiments 1910 qui sont construits en supplément et puis qui sont démolis. Et l'image de 2015, c'est le projet qu'on a mené et où à un moment donné, pour installer un centre d'interprétation du paysage, on a, avec l'architecte des bâtiments de France, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas transformer un de ces barreaux, on appelle ça des barreaux, parce que les murs de refend transversaux, on ne pouvait pas les ouvrir, parce que sinon le bâtiment était construit avec une telle économie de moyens qu'il n'y résisterait pas. Et donc là, j'ai proposé de construire un nouveau bâtiment, mais sur l'emprise d'un ancien bâtiment. Et c'est ce que je dirais, cette activation de la mémoire qui, dans certains cas de figure, nous permet de combiner plusieurs temps historiques sans chercher à reconduire l'un d'entre eux. On sait qu'on est dans un tissage de liens entre des époques, entre des usages, entre des moments de vie aussi, des vies humaines, parce que c'est aussi la grande dimension de la mémoire, vous l'avez évoqué. Ensuite, quand on est sur le projet, et là je vais parler du projet du château de Caen qu'on a réalisé avec un paysagiste qui s'appelle Thierry Laverne. En fait, ce château de Caen, peut-être que certaines d'entre vous le connaissent, voilà dans quel état il était quand le concours a été lancé. Et là, une des choses que l'on a faites au moment des études, c'est de superposer, c'est l'image suivante, c'est de superposer toutes les indications qu'on pouvait avoir du service régional de l'archéologie, les types de travaux qu'on allait être amenés. Alors, comme ça, c'est illisible, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour donner un document graphique. Ce document graphique, ensuite, l'INRAP a accompagné le chantier pendant 3 ans. Et le document graphique, quand on a lancé le chantier, on l'a transmis aux entreprises pour qu'elles aient conscience que le sol était précieux, qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et que ça allait être un des enjeux du chantier. Donc ça, c'est aussi pour moi quelque chose de très important. Et on peut passer la suivante. C'est pas la dernière, il y en a encore quelques. Ah non, mince, il y en a une qui a sauté. Ah voilà, ça c'était le plan au moment du concours, où vous voyez qu'en fait l'idée, c'était, en supprimant les quelques 200 places de stationnement à l'intérieur du château, de rendre le château entièrement aux habitantes et aux habitants de Caen, aux touristes, aussi aux étudiants qui montent vers l'université, et d'en faire une sorte de parc-jardin à l'intérieur de ce rempart, qui est très impressionnant vu de l'extérieur et qui, quand on est à l'intérieur, disparaît presque totalement. Donc ça crée un trouble, et là aussi presque un trouble de la mémoire, et d'y installer dans un coin, dans un angle, à droite, quelques pavillons pour accueillir le public, mais d'une manière discrète et que je vais évoquer tout à l'heure. Donc voilà, une manière de cartographier les choses qui permet de réfléchir le projet, d'inscrire son chantier aussi dans une forme de projet et qui permet de renouveler la connaissance. Parce que chaque fois qu'il y a un chantier, en fait, il y a un renouvellement de la connaissance ou il y a une destruction de la connaissance si on n'y prête pas garde. Enfin, aussi, et c'est ce que je qualifierais de mémoire vive, on va bientôt inaugurer le projet de réhabilitation du port Galice à Juan-les-Pins. Et le port Galice à Juan-les-Pins, c'est de l'architecture moderne faite par Guillaume Gillet à la fin des années 60, où tout à l'heure quelqu'un évoquait le délai, je crois que c'est Philippe qui évoquait le délai très court de réalisation de son projet. Et bien là, c'est pareil, entre 68 et 69. 68-69, vous avez une bande littorale à l'état, je ne dirais pas naturel, mais presque. Et puis, vous avez la création d'un port artificiel. Je pense qu'on ne pourrait plus faire cela comme ça aujourd'hui, mais c'est fait. Et Guillaume Gillet, dans son projet, construit une architecture blanche, moderne, très, très horizontale. Et il a une idée qui est d'aménager ces toits-terrasses et de ne pas en faire que des toits-terrasses, de les aménager en jardin. Cette idée ne sera jamais réalisée. On va voir la photo. Vous avez vu la photo avant. Et on l'a réalisée. C'est-à-dire que il y avait la capacité portante de la dalle de béton qui faisait office de toit-terrasse. Donc on a retiré tous les cailloux et on a planté
avec une équipe de paysagistes qui s'appelle Tous Transform. Et finalement, c'est une manière, on n'a pas réalisé son plan de masse comme il l'avait imaginé, parce qu'il n'avait plus de sens par rapport à la route qui est derrière, par rapport à toutes sortes de questions. On a dessiné, implanté, organisé pour que le public puisse se rendre sur la terrasse qui domine le port, voir la Méditerranée, voir les îles de Lérins. Donc là aussi, c'est une réactivation d'une forme de mémoire qui est dans les archives et qui nous permet de mieux comprendre un projet inachevé. Mais en fait, on fait tous des projets inachevés. C'est-à-dire que les projets, ils s'achèvent très rarement, comme on aurait aimé ou comme on aurait pensé. On découvre quelque chose, il n'y a plus d'argent, il y a un changement de programme, il y a une entreprise qui propose quelque chose qui finalement ravit tout le monde. Il y a toujours des changements dans les projets. C'est très rare qu'un projet soit réalisé tel quel, avec ce terme horrible d'exécuter. On exécute un projet, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un architecte qui décide d'un projet et les autres exécutent. Bon, c'est une forme de pratique de l'architecture qui m'est un peu étrangère. Je pense que même le chantier, et encore plus le chantier, est un lieu, un moment de passage extrêmement important et de partage. On peut passer à la suivante. Et alors, je continue dans le sud. Et ici, on est à Antibes. Antibes et Juan-les-Pins ne sont qu'une même commune. Et là, le Conservatoire du littoral a engagé la restauration de ce cheminement qui passe au pied du Fort Carré, que vous voyez là-haut, hein, sur cette éminence. Et là, c'est aussi une forme de projet commun, c'est-à-dire l'ambition de réaliser des choses en inscrivant son projet dans des projets qui sont déjà engagés. Ça peut sembler bizarre pour un architecte de dire ça, mais en fait, on a été lauréat d'une grande consultation qui est une délégation de service public de la ville d'Antibes suite à un concours, une compétition internationale. On a été lauréat avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Et on s'est lancé dans un grand projet de réaménagement de ce port, à l'aune de toutes sortes de questionnements. Et un de ces questionnements, c'est recréer les liens entre la ville, le port et son fort, qui était autrefois un système qui fonctionnait, qui a été séquencé en fait, les usagers des uns et des autres ne parlant pas aux uns et aux autres, chacun étant presque retranché. Donc c'est un travail au long cours, c'est un concours qu'on a gagné en 2015-2016. Et là, on a engagé la 3e phase et il y en a 5. Donc c'est un projet au long cours, mais je tenais à montrer ce point-là parce qu'il s'accompagne aussi d'une question de renaturation où vous devez voir ici, en haut de mon doigt, une sorte de plateforme béton qui a été créée en infraction totale à la loi, sans aucune autorisation, sur un chantier naval, qu'on est en train de démolir, qui va être renaturé. Donc en fait, là aussi, c'est redonner une place à la nature. Ça a été évoqué tout à l'heure sur un site. Et voilà ce qu'était le chemin. Voilà comment était le cheminement au pied du Fort Carré. C'était devenu un chemin en enrobé qui fissure parce que le sol n'est pas stable. Là, on a l'avant-mur, ça c'est le chantier naval. Et après, vous allez avoir une image de ce que vous avez fait, le Conservatoire du littoral. Et je vois qu'il y a le représentant du PACA qui est là. Et de ce que vous avez fait et de ce qu'on se propose de continuer. Alors la ville a fait un tronçon, un nouveau tronçon. Je n'ai pas la photo, là, c'était trop compliqué de trouver toutes les photos. Et nous, comme on est dans notre 3e phase de projet, on va créer le dernier tronçon. C'est-à-dire que la ville va amener le cheminement jusque-là et que nous, on va le ramener jusqu'ici en effaçant toute une série, là aussi, de constructions qui ont été faites sans permis, de manière soi-disant provisoire, mais qui sont là depuis 50 ans. Des constructions de peu de qualité et qui ne répondent pas forcément d'ailleurs aux attentes de leurs utilisateurs en plus. Donc on va redégager tout ce pan. Alors en ce faisant, finalement, on redonne la lecture du monument historique qui est le Fort Carré, on recrée ce lien qui permet de circuler tout autour du pied du fort et on crée cette relation entre le fort, le port et la ville, parce qu'en fait, on aménage une grande promenade qui se déplace. Voilà, ça, c'est l'état actuel de la vision du pied du fort. J'ai pas la bonne perspective, alors j'en ai mis une autre, mais c'est pas ça qu'il m'aurait fallu, mais c'est pas... Il faut que vous imaginez que là, il y aura plus de voitures, il y aura plus tout ça, et qu'on aura la lecture de l'enceinte basse. Et que cette enceinte basse, finalement, elle accompagne quand on commence à circuler sur ce qu'on appelle l'enceinte roc. Donc c'est un tout. Alors, je crois qu'on peut passer, parce que je crois que je suis un peu long.
Après, pour moi, il y a aussi autre chose qui joue dans la mémoire, c'est le matériau, les matériaux qu'on utilise. Alors, un projet qui n'a pas grand-chose à voir avec les préoccupations littorales, ou en tout cas les berges de Seine, c'est la Monnaie de Paris. Et à la Monnaie de Paris, en fait, je crois que ce qui m'a fait gagner le concours, c'est finalement d'utiliser le matériau même qui est utilisé et transformé sur le site. La question qui était posée, c'était quel matériau allez-vous utiliser pour faire des greffes? Et alors on nous disait c'est le béton, c'est le verre, c'est le bois, qu'est-ce que vous allez utiliser? Et en visitant les ateliers, j'ai vu ces panneaux qu'on appelle des planches. Paradoxalement, c'est du métal qui est embouti et on découpe ce qu'on appelle des flancs. Vous connaissez l'expression, comme 2 ronds de flancs. Ce sont des flancs qui ensuite vont être battus ou frappés comme on veut. Et ensuite, ce panneau de métal est refondu et on refait une planche de métal et ainsi de suite. Et en fait, je me suis dit, la greffe, elle doit parler de ce qui se passe dans le lieu, des gens qui travaillent, de cette mémoire de la fabrication des monnaies et médailles qui est très longue, qui nous dépasse et qui permettra d'établir par l'architecture le lien entre la vie des ateliers, les histoires. Vous avez parlé aussi du recueil des témoignages des personnes, c'est très très important parce que ça permet du coup de donner une épaisseur aussi à un projet architectural. En fait, ça permet de le faire comprendre, que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Et si on n'a pas le témoignage d'un monnayeur, en fait, moi je l'explique avec mes mots, c'est beaucoup moins enveloppant et environnant que ça le serait si c'était un monnayeur qui vous parle de son métier avec passion, même si aujourd'hui il y a de l'artisanal et puis il y a de la machine qui fait 600 éléments à la minute. Donc, c'est des mondes où il y a la tradition et en même temps l'innovation. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et là, je crois qu'il y a une image suivante encore. Ça a un peu de mal à passer. C'est un peu lourd. C'est le suspense, voilà. Et là, c'est aussi une manière de révéler quelque chose qui est disparu. On est ici sous une forme de charpente. L'architecte de la Monnaie, c'est Jacques-Denis Antoine, qui est beaucoup moins connu que Ledoux, Boulet ou d'autres. Et en fait, ici, on est dans une ancienne citerne. Il y a une charpente, vous voyez, qui est en forme de haricot, comme ça. À un moment donné, la Monnaie n'avait plus besoin de cette citerne parce que c'est un établissement public et industriel et commercial. Donc, à un moment donné, dans les années 70, ils ont démoli les citernes en pierre parce que les pompiers avaient d'autres moyens d'intervention. Donc, c'était plus la peine de garder des citernes pour les stocker de l'eau. Et là, ce que j'ai choisi de faire, c'est en utilisant le métal, qui est le matériau qui est traité sur place, c'est de créer une circulation verticale qui nous a permis de relier 2 niveaux, à la fois pour les publics d'un côté et pour les personnels de l'autre. Donc, en fait, redonner la lisibilité d'un volume qui n'est plus celui d'une citerne, mais qui nous permet de relier des niveaux qui sont vitaux pour le fonctionnement de l'établissement, recevant du public d'un côté, mais aussi recevant des travailleurs de l'autre. Donc 2 déréglementations différentes. On peut passer à la suivante. Tout à l'heure, je vous parlais de Bruy à la Bussière, j'accélère un peu. Bruy à la Bussière, c'est ce paysage avec ces pyramides, ces terris noirs, des produits de l'extraction du charbon, et puis c'est toutes ces maisons. Et ces maisons-là, le lien que j'ai voulu faire, c'est le lien avec le matériau. En fait, les maisons des ouvriers, des mineurs, étaient toujours des maisons de briques. On va en avoir une vision ensuite. Voilà. Des maisons, comme vous voyez ici, qu'on a restaurées, réparées, qu'on a rebadigeonnées. La brique était prévue à l'origine protégée, en fait. Et puis, quand il s'est agi de faire cet élément, cette petite galerie pour parler du paysage du bassin minier, on a créé un volume qui est le même volume que celui des barreaux de logement, qu'on a habillé de tuiles vernissées. C'est ce qui donne le reflet et le brillant de cette matière. Pourquoi ? Parce que finalement, c'était la maison de l'ingénieur, c'était la maison du directeur, c'était les bureaux de la compagnie minière qui a bénéficié de cette brique vernissée. Et j'ai voulu que dans ce centre d'interprétation, on bénéficie de la même qualité de matériaux qui est d'une très grande pérennité, qui d'ailleurs a été fabriquée par une entreprise de monuments historiques qui fabrique des tuiles vernissées, mais dans une commande spéciale. Donc vous voyez comment aussi recréer des liens entre des savoir-faire et puis une forme de caractère contemporain des choses. On peut passer la suivante. Au château de Caen, je vous l'évoquais tout à l'heure, quand vous arrivez dans la ville, vous êtes très frappé. Les bombardements ont été terribles. La ville a été très, 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 très détruite. La silhouette du château demeure. Elle a été restaurée beaucoup, d'ailleurs.
au sortir de la guerre pour lui donner une présence en même temps que la reconstruction de la ville. Et ici, s'agissant d'installer un bâtiment d'accueil, ce que j'ai choisi, c'est d'utiliser un matériau qui ne... Comme ça a été longtemps fait, on a utilisé la pierre de Caen en disant la pierre de Caen, c'est la pierre de chez nous, c'est la pierre avec laquelle est construite le château. Mais en fait, c'est oublier tous les bâtiments qui ont disparu, parce qu'il y a énormément de bâtiments qui ont disparu, qui étaient des bâtiments de charpente, des bâtiments à pans de bois, où il n'y avait pas de pierre. C'est un peu l'histoire des trois petits cochons. Hein. C'est que ce qui reste, c'est ce qui est le plus solide, le plus durable, et c'est les bâtiments de pierre, qui sont beaucoup plus durables que des bâtiments de bois, ou des bâtiments de briques, ou des bâtiments de paille. C'est évidemment une durabilité beaucoup plus grande. Donc j'ai voulu, pour ce petit pavillon d'accueil, on peut passer à la suivante, installer des volumétries qui ne viennent pas rivaliser avec les architectures de pierre, des volumétries fragmentées, là vous avez l'accueil, ici vous avez la librairie, et utiliser ce bois qu'on dit brûlé. Alors aujourd'hui on dit ah ça c'est la tradition japonaise, mais ça existait chez nous cette tradition, on l'a simplement oubliée. Et lors d'un COTEC, je vous livre un petit secret, d'un COPIL, où les services techniques étaient un peu perplexes, j'ai été sauvé par le maire de Caen de l'époque, Joël Bruno, qui a dit « mais moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, moi j'en ai brûlé des piquets et je peux vous dire que ce bois-là, on n'aura jamais de problème parce que le bois c'est un peu tabou, tout le monde a peur du bois, ça vieillit pas de la même manière sur toutes les faces quand il est laissé au naturel, c'est très beau au départ mais à la fin c'est parfois un peu pisseux, un peu grisaillé et puis il y a encore une face qui est toute lumineuse donc les gens ne comprennent pas et utiliser ça c'est aussi une forme de recherche de pérennité et de recréer du lien avec des architectures qui ont totalement disparu, que personne n'a songé à reconstruire, parce que d'abord, on n'en a pas forcément de traces, ou si ce n'est à travers des dessins ou des gravures anciennes, et que c'était une forme d'architecture qui ne se cherche pas à imiter, qui est contemporaine, mais qui simplement répond à des besoins d'un programme. Et je crois qu'il faut... Voilà. Et ça, c'est aussi une petite idée qui n'a pas abouti, mais c'était l'idée parce qu'au moment du concours était posée la question de... Comment vous imagineriez qu'on pourrait parler du donjon de Guillaume le Conquérant? Vous voyez, le château de Guillaume, c'est quand même mythique. Et moi, j'avais proposé, mais ça ne s'est pas réalisé, bien de monter une structure d'échafaudage. Tout à l'heure, on a parlé des artistes qui peuvent faire des interventions pour révéler des choses. Je ne le voyais pas comme une intervention artistique, je le voyais plutôt comme une intervention qui permet de manière provisoire, parce que, en fait, c'est une sorte de présentation pour que le public se rende compte que ce donjon du château de Caen, il était plus haut que la Bastille, par exemple. Donc il était extrêmement impressionnant. Et quand il a été détruit pendant la Révolution, c'est pas un hasard, c'est qu'il y avait une volonté de briser la ville de Caen, en tout cas une volonté du pouvoir central, parce que la ville de Caen était un peu rebelle aux idées de la Révolution, apparemment, en tout cas ce que j'ai pu en lire, je ne suis pas historien. Voilà, donc vous voyez des manières de se poser des questions qui font rentrer en jeu certaines formes de mémoire, certaines formes de questionnement. C'est pour ça que je citais le présent du passé, c'est la mémoire que l'on a, chacun d'entre nous. Et il y a vraiment quelques images. C'est un traité très ancien du XVIIe siècle qui parle de cet art de la mémoire. Alors je vous renvoie à un ouvrage d'une historienne américaine qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de la mémoire, Frances Yates, Y-A-T-E-S. Et elle a écrit un livre absolument magnifique où elle raconte comment, depuis l'Antiquité, l'architecture était le support de la mémoire, par exemple, était le support d'un discours et d'une forme de rhétorique. C'est-à-dire qu'on réfléchissait ce qu'on allait dire en disant « je suis dans une première pièce, ensuite je vais emprunter une galerie, je vais arriver à une deuxième pièce ». Je vous la fais très courte. Elle cite comme ça toutes sortes d'exemples à travers l'histoire, et pas uniquement durant l'Antiquité, où des auteurs antiques s'en sont expliqués, en fait, comment l'espace et la mémoire étaient articulés, comment on se servait de l'espace et de l'architecture pour cultiver sa mémoire et être capable de tenir un discours ou de répéter quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et là, une petite planche de comparaison pour montrer aussi à quel point, finalement, les artistes contemporains, on peut se livrer à ce type de travail analogique et on voit bien que Michelo Barcelo ou la grotte de Lascaux, la grotte d'Altamira ou Pablo Picasso, il y a quand même toute une forme de relation qui passe par le cerveau humain, qui connecte des formes, des manières de faire des choses,
et qui est tout à fait passionnante et qui montre la permanence de l'humanité. On s'est posé la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas? Je pense qu'il y a cette espèce de choses qui nous dépassent. On ne sait pas où c'est, quelque part dans un recoin de notre mémoire, parce que ça, c'est aussi l'autre sujet, je vais finir par là, c'est que les neuroscientifiques font des pas de géant, mais ils se rendent compte à quel point la mémoire est un outil absolument incroyable. Et évidemment, pour moi, c'est ma dernière image, il n'y a pas de création sans mémoire. Quelqu'un qui prétendrait créer quelque chose et dire « moi, je n'ai pas de mémoire et je ne regarde que vers le futur » serait forcément un bonimenteur. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Restez là. On a 5 minutes pour échanger, si vous souhaitez interpeller Monsieur Prost. Bravo en tout cas d'avoir tenu le timing. Oui, alors, je vais vous donner un micro. Levez la main. Dites je le jure. Non, parce qu'on ne va pas vous entendre. Juste après. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis Caroline Géron, paysagiste, et je voulais rebondir sur la photo que vous aviez montrée sur les traces des machines qui passent dans la boue et ces motifs. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'en fait, ça met en parallèle des mémoires qui n'ont pas les mêmes échelles, dans le sens où il y a la grande mémoire avec les traces qui nous viennent du passé. Et puis il y a la toute petite mémoire, celle qui reste pas longtemps et qui fait quand même des traces. Et entre ces deux échelles-là, il y a tout un monde. Et des fois, il y a j'ai souvent un peu une angoisse sur nos sociétés qui veulent toujours construire dans des temps longs, que ce soit le plus pérenne possible, sans moyen de gestion, pour se dire, ben voilà, on garde des bâtiments qui ont une durée de vie de plus en plus longue. Et donc, ces petites traces qui peuvent être transmises parce qu'elles sont à plusieurs vies en une grande vie qui est la nôtre. Et si on n'a plus rien à transmettre sur ces petites traces-là qui en font des plus grandes, qu'est-ce qui va se passer? Et si ces bâtiments-là, ils sont plus transmissibles, puisque en fait, ils vont sauter des générations et que le temps humain va devenir beaucoup trop court. Voilà, c'est peut-être une question un peu étrange, mais... voilà, c'est ce rapport entre en fait, le vivant et pour aussi faire le lien avec le Conservatoire du littoral et ses milieux, c'est que vous parlez beaucoup de notre échelle en tant qu'humain, mais on a aussi tout le vivant qu'il y a autour, et des fois le vivant qu'il y a autour, comme le castor, architecte des rivières, où on voit bien sa trace, mais en tant qu'humain, il y a plusieurs vies de castor dans une vie humaine. Et donc c'est ça, c'est comment nous, on s'intègre dans ces vies-là et comment ces petites traces-là, elles peuvent être aussi transmises et ne pas oublier que nous aussi, on peut transmettre ces petites traces et qu'on n'est pas que sur de la très grande trace. Voilà, c'est une question d'échelle de mémoire peut-être. Je vais peut-être vous répondre un peu à côté, mais j'ai donné une réponse parce que justement par rapport à la question des monuments historiques et de leur restauration, sur... Antibes, sur le port Vauban, en fait, on a été amené à restaurer une partie du mur de défense qui est côté mer. Et on s'est très vite rendu compte que ce mur était un réceptacle à toutes sortes de vies. J'ai pas les mots savants sous la main en latin, donc je vais dire des lézards, je vais dire ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que si les scientifiques qui ont analysé le mur, on s'est aperçu de ça et on s'est dit, c'est un véritable abri, c'est un véritable conservatoire de toutes sortes d'espèces. On ne peut pas arriver et rejointoyer tout ça, et puis voilà, et puis on sera content, et puis dans 20 ans, ce sera à refaire parce que la végétation va repousser, parce qu'elle repousse toujours. Et donc on s'est dit ça. Donc là, avec la Chambre de commerce, il y a eu une équipe qui a été diligentée de spécialistes de la faune et de la flore pour repérer un certain nombre de choses. Et du coup, on a été amené à ne pas intervenir de la même façon. C'est-à-dire on a été amené à ne pas toucher à certains espaces ou à les laisser toujours accessibles. Je parle de cavités, de petites cavités dans lesquelles il y a un habitat.
Et en fait, on se rend compte que du coup, la question du patrimoine et du vivant, elles peuvent fonctionner ensemble. Par contre, il faut le poser au début, c'est-à-dire avant le chantier proprement dit, pour savoir ce qu'on va demander à l'entreprise, pour s'être entouré de spécialistes et de scientifiques qu'un architecte n'est pas, pour savoir quelles sont les bonnes conditions du maintien de la vie dans cet espace, quitte à la retirer et la ramener, ou quitte à travailler par zone pour que ces petites bêtes, je vais dire ça avec des mots assez basiques, puissent se décaler et puis revenir parce qu'on leur a ménagé des espaces dans lesquels on sait qu'elles vont revenir. Donc voilà, c'est pour dire que, en fait, je pense que c'est des formes d'attention et c'est le regard du présent aussi sur le passé, ça, sur notre passé. C'est-à-dire que je pense qu'à une époque, on ne se serait pas posé ces questions parce qu'on n'était pas face à ce risque d'effondrement des espèces, de disparition de ressources. Donc les êtres humains ne se posaient pas ces questions de cette manière-là à l'époque. Ils n'étaient ni meilleurs ni pires que nous, je pense. Je pense simplement pour eux, ce n'était pas une problématique évidente. Ça le devient. Et je pense que du coup, dans le domaine de la restauration, eh bien, il y a des questions à se poser. Il y a des choses qu'il faut peut-être ne pas restaurer, justement. Parce que, ou en tout cas, consolider, mais ne pas chercher à refaire à neuf. Parce que quand on fait ça, on supprime de l'habitat pour toutes sortes d'espèces. C'est vrai aussi, on avait aussi le cas avec des couleuvres qui font un travail extraordinaire. Je l'ai su par les services de la propreté de la ville, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de nettoyer certains espaces où il y a beaucoup de déchets et où il y a beaucoup d'autres espèces qui peuvent se développer de manière inextinguible. Donc en fait, on voit qu'il y a des équilibres et on voit qu'un projet de restauration d'un simple mur de rempart, ça doit rentrer dans une prise de conscience et dans l'intégration de ces données-là pour que ça soit, qu'on trouve un équilibre qu'on n'avait pas avant. Après, sur les vies, je vous trouve très, très optimiste sur le fait de dire on construit des bâtiments qui vont durer de plus en plus longtemps. Au risque de vous inquiéter ou de vous décevoir, aujourd'hui, c'est l'assurance qui gère la construction. Et l'assurance met des durées de vie. Vous savez qu'un pont, on dit on le construit pour 50 ans. Ça veut dire que dans 50 ans, on le détruira pour le reconstruire. Moi, je trouve ça complètement monstrueux comme processus. Mais c'est pour réduire les risques, c'est pour contrôler le coût, c'est pour tenir. Donc, en fait, je ne suis pas si sûr que ça, qu'un certain nombre de bâtiments qu'on a vu se construire, si on, comme on disait autrefois, si Dieu nous prête vie, si on vit longtemps, on les verra peut-être, pour certains d'entre eux, être démolis. Démolis, non pas parce qu'on veut les démolir, mais parce qu'ils ne tiennent plus debout, parce qu'ils sont faits de manière très peu solide. Et avec des matériaux qui vont poser des problématiques, on en connaît déjà certains, et dont on ne se rend pas compte aujourd'hui. Donc, je pense que ces temporalités, c'est assez complexe, mais il faut que je m'arrête. Voilà. Je vois le petit. Michel ? Court ? Je ne sais pas si j'ai le temps, mais Michel Pelletier, délégué du Conservatoire en Bretagne. Et merci beaucoup pour votre conférence, c'était passionnant. C'est vrai que quand on hérite, enfin on acquiert des bâtiments et on essaye de chercher une vocation à ce bâtiment, une nouvelle vocation, en restant évidemment dans les clous du code de l'environnement, mais de l'urbanisme, mais on cherche à rappeler la mémoire. Et du coup, on se pose toujours la question, si j'ai un phare, je vais en faire un gîte. Et comment je vais garder la mémoire des gardiens de phare ou du phare. Et je reprends un peu l'exemple d'Émilie, le sémaphore de Dick, on en fait une médiathèque, mais comment je garde l'idée que c'était un sémaphore? Et ça, on se pose cette question, on n'y arrive pas toujours, à vrai dire, et c'est pas évident. Et alors, à part rappeler peut-être par des éléments un peu du mobilier, enfin un peu de décoration, j'ai envie de dire comme ça, on ne sait pas faire tellement autrement. Vous êtes dans un gîte, mais ce gîte était un phare. Et voilà. Quelle est l'expérience que vous allez être? Est-ce qu'on vous serez le gardien du phare pendant une nuit? Mais voilà, c'est vrai, c'est une difficulté. On ne sait pas vraiment comment faire. Je pense que le recueil des témoignages, quand on a encore la chance qu'ils existent, c'était le cas là pour l'usine Nobel, là, des gens qui ont travaillé sur les sites. Je pense que c'est un travail très très important. J'ai travaillé une époque à la cartoucherie de Bourg-les-Valence et Idlette Drogue-Chazalette, qui était archiviste municipal, s'est lancé dans un travail de recueil de tous les témoignages des anciennes cartouchières et cartouchiers.
Aujourd'hui, il y en a une bonne partie qui ne sont plus de ce monde. Et ça, c'est quand même des sources importantes, parce que je pense que le témoignage audio, voire audiovisuel, c'est quand même quelque chose qui permet facilement d'entrer en contact, en tout cas dans notre monde d'aujourd'hui, où tout le monde a des écrans dans tous les sens, où tout le monde regarde des choses. C'est sûr que le temps de la lecture, c'est plus compliqué, il faut accompagner. Mais on peut avoir des modes comme ça de passation par des témoignages, je pense que c'est utile. Et puis après, on parle beaucoup de ça, on va utiliser la terminologie française, c'est la question du récit. En fait, comment on raconte un site à travers ces époques. Il a forcément connu beaucoup de vies. Il y a beaucoup de vies qui s'y sont croisées, qui peuvent être des vies humaines, mais aussi des vies animales, d'ailleurs. Il y a beaucoup de végétation qui ont pu se développer. Je dis végétation, je suis désolé, ne m'en voudra pas, Philippe, c'est un peu grosse caisse. Il y a beaucoup de naturel qui s'est développé, qui a disparu, qui est revenu, pourquoi, comment. Et tout ça, tous ces récits-là, on peut, en les enchevêtrant, en les tissant ensemble, on arrive à, je pense, à capter quelque chose. Après, ça, c'est vraiment un métier de médiation. L'architecture peut faire office de médiation dans certains cas. Évidemment, les graffitis, c'est quelque chose de très, très précieux. C'est quelque chose qu'il faut absolument préserver parce que c'est... je pense au château de Caen, dans une des geôles, il y a un bateau qui est gravé. Voilà, on sait que... En fait, tous ces éléments-là, ça permet aussi à chacun de se fabriquer un peu une histoire, un imaginaire du site. On ne sera pas deux à avoir le même imaginaire. Et d'ailleurs, les gens qui vivaient à l'époque n'avaient pas non plus le même imaginaire. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ça qui fait que je trouve un peu incongrue l'idée de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence, c'est ce qui caractérise l'humanité d'abord, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas deux êtres humains qui ont la même mémoire, les mêmes choses, le même imaginaire. C'est la richesse de l'humanité, donc de faire une intelligence artificielle, ça me semble assez contre-productif. Et une amie pour qui je travaille qui me dit « Moi, je transforme ça en IA, intelligence artisanale ». Et je pense qu'elle a bien raison, parce que finalement, quand tout est passé au même moule et qu'on cherche à trouver quelque chose qui est idoine pour tout, c'est idoine pour rien et il n'y a plus de caractéristiques. Et puis, je voulais juste dire une dernière chose. Mais c'est très court. Je voulais dire, je crois que c'est Philippe qui en a parlé aussi, mon in memoriam Emmanuel Lopez, parce que moi, c'est par Emmanuel que j'ai commencé à travailler pour le Conservatoire du Littoral. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait cette capacité à faire se croiser des regards très différents, à aller chercher des gens assez différents, à penser les choses sans barrière, à des fois bousculer certaines autres administrations. Et pour moi, ça a vraiment été une personne formidable et qui m'a ouvert le contact avec le littoral, tout simplement, et cet espace extraordinaire dont vous avez la gestion. Et on terminera par cet hommage, ce bel hommage. Merci beaucoup, Philippe Prost.